Je me souviens de l'odeur du café ce matin-là, dans le grand hall de son immeuble. Un parfum banal, mais qui est resté gravé. J'étais là pour une simple chose, récupérer des vitamines que j'avais oubliées. Antoine, mon mari, m'avait toujours vue comme une figure douce, un peu effacée. Un jour, il m'avait dit, avec un sourire condescendant, que ma force était ma discrétion. Je n'avais rien répondu. Je n'ai jamais eu besoin de crier pour voir, pour comprendre. Le silence, parfois, est la meilleure des loupes. Ce jour-là, dans le bruit étouffé de leur voix qui flottait d'un bureau entrouvert, j'ai vu la vérité. J'ai compris que mon univers, construit sur des illusions, était sur le point de s'effondrer. Antoine pensait me connaître. Il pensait avoir tout vu. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la vraie histoire ne commence que lorsque le masque tombe. Avant de continuer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi doucement dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire, cela me ferait très plaisir. Je me souviens de ce matin-là, comme si c'était hier. Mon nom est Élise Dubois. J'avais 38 ans alors, et je portais la vie en moi, déjà 7 mois. Notre maison, à Neuilly-sur-Seine, était une splendeur de verre et de marbre, un écrin de luxe qui, je le savais au fond de moi, ne reflétait pas toujours le bonheur. Chaque aurore, je posais mes petites vitamines prénatales sur le comptoir de la cuisine, une ligne ordonnée de promesses pour cette petite âme qui grandissait en moi. Elles étaient un rappel constant, doux et impérieux, que je ne vivais plus seulement pour moi-même, mais pour ce petit battement de cœur qui m'habitait. Ce matin-là, pourtant, la fatigue m'avait eu. Entre les maux de dos incessants et les nuits sans repos, je les avais oubliés. Vers midi, une pointe de culpabilité m'a saisie, légère au début, puis plus insistante. J'ai alors eu cette idée simple, naïve peut-être, de passer au bureau d'Antoine, mon mari. J'avais toujours gardé une bouteille de rechange dans un tiroir de son grand bureau, au cas où. Ce devait être un détour rapide, juste le temps de récupérer ces précieux comprimés avant de rentrer me lever dans le silence de notre vaste demeure. L'air de la Défense était vif quand je suis descendu du taxi. Je tenais mon ventre d'une main, mon sac de l'autre, comme pour me protéger, me rassurer. La tour de verre, le monument à la puissance où Antoine Moreau, mon époux et le directeur général de son empire, régnait, s'élevait vers le ciel comme un défi silencieux. J'ai toujours ressenti cette impression étrange, en franchissant ces portes immenses. Je me sentais minuscule, une simple silhouette, un accessoire élégant à ses côtés, plutôt qu'une partenaire. Pourtant, je me répétais sans cesse qu'Antoine m'offrait une vie que beaucoup enviaient. En retour, ma place était celle d'une épouse dévouée, un soutien discret. À l'intérieur, les sols de marbre poli brillaient sous une lumière douce, presque artificielle. Des employés pressés passaient devant moi, des murmures de salutations, leurs regards effleurant mon ventre arrondi avant de s'éclipser. J'étais venu là des dizaines de fois, mais ce jour-là, quelque chose flottait dans l'air, une lourdeur, une tension presque palpable, comme si les murs eux-mêmes retenaient des secrets inavouables. Je me suis dirigé vers l'ascenseur, mon esprit vagabondant. J'ai imaginé surprendre Antoine avec un déjeuner, une attention. Il aimait tant être admiré, et je croyais, avec une part d'illusion peut-être, que ces gestes simples pouvaient raviver les flammes d'un amour qui me semblait lointain. Le « ding » strident de l'ascenseur a brisé mes pensées, et en quelques instants, je me suis retrouvé dans le couloir feutré, silencieux, de l'étage des dirigeants. La porte du bureau d'Antoine était légèrement entrebâillée. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Il laissait souvent la porte ouverte lorsqu'il recevait. J'ai marché doucement, ajustant l'écharpe de soie autour de mon cou. Et puis, des voix ont flotté jusqu'à moi. Des voix familières. Le monde s'est arrêté. Mon corps s'est figé. Elle est inutile maintenant. La voix d'Antoine était tranchante, froide, comme un couteau. Elle dégoulinait d'un dédain que je n'aurais jamais cru entendre de sa part. Tout ce qu'elle fait,
c'est manger, dormir et se plaindre. J'ai besoin de quelqu'un qui m'inspire. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre, une cadence folle contre mes côtes. Puis une autre voix a répondu, plus douce, mais qui a noué mon estomac. Amélie Lemaire. Mon amie la plus chère, celle qui avait tenu ma main durant les examens universitaires, qui s'était tenue à mes côtés le jour de mon mariage, celle qui m'avait promis d'être une sœur pour la vie. Ne t'inquiète pas, a-t-elle murmuré, un ronronnement presque. Une fois que le bébé sera là, elle s'effacera. Toi et moi serons imparables. Ma vision s'est troublée. J'ai chancelé, une main pressée plus fort sur mon ventre, comme pour protéger l'enfant en moi de ce poison qui s'insinuait dans mes oreilles. Chaque mot était une lame. Je savais que je devrais partir, m'enfuir avant qu'il ne me remarque. Mais quelque chose en moi, plus fort que la peur, m'a poussé en avant. Doucement, j'ai poussé la porte d'1 centimètre de plus. Et ce que j'ai vu a fait basculer mon univers. Antoine, mon mari, penché sur son bureau, ses lèvres pressées fermement contre celles d'Amélie. Pendant un instant, j'ai eu l'impression de ne plus pouvoir respirer. L'homme pour qui j'avais tout sacrifié. Ma carrière, mon indépendance, mes rêves. Il me trahissait, et pas avec n'importe qui. Avec mon amie la plus fidèle, celle en qui j'avais placé toute ma confiance. Ma main tremblait sur le chambranle de la porte. Ma gorge s'est nouée. Une larme solitaire a coulé sur ma joue. J'aurais voulu hurler, mais aucun son n'est sorti. C'est là que les yeux d'Antoine se sont levés. Et pour la première fois, il m'a vue, debout, à l'entrée de son bureau. J'étais là, tremblante, le monde entier s'écroulant autour de moi. Mon enfant a bougé, un petit coup, comme s'il sentait mon désarroi. J'ai murmuré, presque pour moi seul, j'ai tout donné pour lui. Absolument tout. Mon univers s'effondrait, mais au plus profond de moi, une petite étincelle, enfouie sous des années de silence, commençait à vaciller. L'Élise qui rêvait, qui se battait, qui construisait, elle était encore là. Et cette étincelle était sur le point de s'enflammer. Mon retour à la villa de Neuilly-sur-Seine ce matin-là fut un voile, un tissu de non-sens et de douleurs sourdes qui enveloppait tout. Je me suis traîné hors du taxi, le corps comme un fardeau, l'esprit ailleurs. Chaque pas sur le marbre froid de l'entrée résonnait, non pas de l'écho de notre vie opulente, mais du vide assourdissant qui venait de s'installer en moi. J'étais comme une étrangère dans ma propre maison, cet endroit qui devait être mon refuge, mon havre. Les murs, d'habitude si élégants, me semblaient soudain oppressants, témoins silencieux d'une vérité que je ne pouvais pas encore pleinement accepter. Mes pensées étaient un chaos, un tourbillon d'images, le sourire d'Amélie, les mots tranchants d'Antoine, leurs lèvres. Tout cela tournait, sans fin, sans répit. J'ai marché sans but, une main posée sur mon ventre, l'autre errant sur les meubles familiers, cherchant un ancrage, un réconfort qui ne venait pas. Le silence de la maison, si souvent mon compagnon, était devenu mon geôlier, amplifiant chaque mot, chaque trahison. C'est là que la douleur a commencé. Une crampe sournoise d'abord, une simple piqûre, que j'ai attribuée à l'épuisement, à l'émotion. Puis une autre, plus profonde, qui a traversé mon ventre avec une force brutale. Je me suis plié en deux, un gémissement m'échappant malgré moi. La peur. Une peur panique, glaciale, s'est emparée de moi. J'avais lu sur les signes de l'accouchement prématuré, sur les dangers du stress pendant la grossesse, mais cela ne pouvait pas m'arriver. Pas maintenant. Pas comme ça. J'ai cherché mon téléphone, mes mains tremblantes. J'ai composé le numéro d'Antoine, mon mari. Pas de réponse. Le répondeur. Il était probablement encore dans son bureau, insouciant, trop occupé à bâtir son empire, ou à caresser la main d'Amélie, pour se soucier de l'agonie de sa femme, de la mère de son enfant. J'ai essayé Amélie, dans un éclair d'absurdité, avant de laisser tomber l'idée,
la cruauté de la situation m'éclatant au visage. Amélie n'était plus une amie. Elle était la raison de ma douleur, de cette peur panique qui menaçait de me dévorer. Le téléphone a glissé de mes doigts sur le parquet poli. J'ai sangloté, ballottant mon corps d'avant en arrière, chaque nerf hurlant de terreur. Finalement, dans un effort désespéré, j'ai réussi à composer le numéro d'urgence. Les minutes suivantes furent un flou de sirènes hurlantes, de gyrophares rouges éclairant l'allée. Des mains se sont posées sur moi, des voix fermes m'ont encouragé, vérifiant mes constantes vitales. Je me souviens de leurs visages inquiets alors qu'ils me soulevaient sur un brancard. Ma vision nageait, les lumières de l'ambulance clignotant au-dessus de moi comme des éclairs. Mon bébé a bougé à nouveau, plus faiblement cette fois, et j'ai murmuré à travers mes dents claquantes, « S'il vous plaît, pas mon bébé. S'il vous plaît. » Le trajet vers l'hôpital américain de Paris a été une éternité. Chaque bosse sur la route faisait battre mon cœur à tout rompre. J'ai fermé les yeux, priant un Dieu dont je n'étais même plus sûr de croire l'existence. À l'hôpital, des médecins et des infirmières m'ont entouré, leurs voix urgentes emplissant la pièce. Des mains sur moi, des machines bipant, tout se fondait dans un brouillard cotonneux. Puis, à travers ce brouillard, une phrase m'est parvenue, claire comme le jour, « Nous perdons le bébé si nous ne la stabilisons pas maintenant. » Le monde s'est de nouveau écroulé. Les heures suivantes furent une lutte. J'entrais et sortais de la conscience, mon corps en sueur, ma respiration courte. Le lit à côté du mien, celui qui aurait dû être occupé par Antoine, restait cruellement vide. Pas de main réconfortante, pas de voix rassurante. Juste le vide. C'est alors que la porte s'est ouverte. Élise, une voix calme et ferme. J'ai ouvert les yeux avec effort. C'était Guillaume Delacroix. Des années s'étaient écoulées depuis notre dernière rencontre, et pourtant, sa présence m'a semblé instantanément familière. Guillaume, mon ami d'université, l'homme qui avait autrefois admiré mes projets d'architecte, qui m'avait encouragé à suivre mes rêves. Il semblait plus mûr maintenant, plus raffiné, son costume un peu froissé par la hâte, mais ses yeux portaient toujours cette même chaleur tranquille dont je me souvenais. Il s'est approché de mon lit, son visage un mélange d'inquiétude et de détermination. « Je suis venu dès que j'ai su, » a-t-il dit, prenant ma main tremblante dans la sienne. Mes lèvres ont tremblé. « Comment as-tu su ?» Guillaume a jeté un coup d'œil au médecin, puis est revenu vers moi. « Disons que les gens se soucient encore de vous, Élise, même si votre mari, lui, semble avoir d'autres priorités. » Les mots ont piqué, non pas qu'ils soient faux, mais parce qu'ils confirmaient ce que mon cœur savait déjà. Antoine n'était même pas venu. Il était sans doute avec Amélie, trinquant au champagne tandis que moi, je luttais pour ma vie et celle de notre enfant. Tandis que les médecins s'affairaient, Guillaume est resté à mes côtés. Il parlait doucement, sa voix profonde apaisant mes nerfs à vif. « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, Élise. Vous allez vous en sortir, et votre bébé aussi. Vous m'entendez ?» Une larme a glissé sur ma joue. Pour la première fois depuis des mois, quelqu'un me parlait avec confiance, non avec dédain. J'ai hoché la tête faiblement, m'accrochant à sa main comme si elle était la seule chose me rattachant à la vie. Les heures ont traîné. Finalement, le rythme des moniteurs a ralenti, les voix des médecins se sont adoucies. L'un d'eux s'est tourné vers moi, un léger sourire aux lèvres. « Elle est stable. Le bébé est en sécurité pour l'instant, mais le stress doit être évité à tout prix. » Un soulagement immense m'a submergé, mais l'épuisement m'a emporté à nouveau. Quand je me suis réveillé quelques heures plus tard, la pièce était silencieuse. Guillaume était toujours là, assis sur la chaise qu'Antoine aurait dû occuper. Sa veste était posée sur le dossier, sa cravate desserrée, mais sa posture restait alerte, protectrice. « Pourquoi es-tu là ?» ai-je murmuré, ma voix fragile. Il s'est penché en avant, son regard inébranlable.
parce que je ne les laisserai pas vous détruire. Une confusion a traversé mes yeux fatigués. Eux? Antoine? Amélie? J'ai demandé. Je sais ce qu'ils ont fait, a dit Guillaume, sa mâchoire se serrant. Et je sais plus que vous ne l'imaginez. J'ai vu les transferts, les réunions secrètes. Il ne se contente pas de vous trahir, Élise. Il met tout en péril. Même votre nom. Mon cœur a manqué un battement. Je pensais déjà me noyer dans la trahison. Mais les mots de Guillaume laissaient entrevoir quelque chose de plus profond, de plus sinistre qu'une simple liaison. Mon pouls s'est accéléré. Que veux-tu dire? Guillaume a hésité, puis s'est penché encore plus près, sa voix basse et délibérée. Élise, votre mari ne vous trompe pas seulement. Il compte vous effacer complètement. Cette phrase. Elle résonnait. Mon cœur tremblait entre la rage et une peur nouvelle pour mon enfant. De retour à la villa de Neuilly-sur-Seine, après ces jours à l'hôpital, mon corps était encore faible, mais mon esprit commençait à murmurer. Antoine avait promis de m'effacer, de me rendre invisible. Mais cette idée, cette menace, elle avait eu un effet inverse. Elle avait réveillé en moi quelque chose que je croyais endormi pour toujours. La maison, d'habitude si froide et silencieuse, semblait encore plus vide sans le tourbillon d'Antoine. La seule pièce où je trouvais un peu de chaleur, un peu de paix, était la chambre de bébé. J'y passais des heures, assise sur le petit rocking chair, caressant mon ventre, imaginant ce petit être qui allait bientôt remplir ce vide. Un après-midi, tandis que le soleil filtrait timidement à travers les rideaux, mon regard s'est posé sur de vieilles boîtes poussiéreuses rangées dans le coin du dressing. Des boîtes que j'avais apportées avec moi le jour de mon mariage et que je n'avais plus jamais rouvertes. La curiosité, ou plutôt un besoin irrépressible, m'a poussé à les ouvrir. À l'intérieur, des rouleaux de papier jauni, des croquis aux lignes audacieuses, des plans architecturaux, et même quelques trophées, modestes, mais si brillants autrefois. Mes anciens projets. Mes rêves d'architecte. J'ai déroulé un plan, mes doigts effleurant les traits d'encre. C'était une proposition pour un centre culturel, un mélange de modernité et de respect du patrimoine, qui m'avait valu un prix à l'université. Je me souvenais de l'excitation, de la passion qui m'animait à l'époque. Ces dessins, ces idées, ils étaient la preuve de l'Élise que j'avais été, l'Élise que j'avais mise de côté, un peu comme on range un souvenir précieux pour ne le ressortir qu'aux grandes occasions. Mais ces grandes occasions n'étaient jamais venues, n'est-ce pas? Guillaume est venu me rendre visite quelques jours plus tard. Il avait apporté des fleurs, des roses blanches, simples, et un petit pot de tisane apaisante. Il s'est assis à mes côtés, ne posant pas de questions, juste présent. Je lui ai montré mes vieux croquis, hésitante, presque honteuse. Il les a regardés avec une attention sincère, ses yeux parcourant chaque ligne, chaque détail. Un sourire doux a éclairé son visage. Le monde a besoin de vos visions, Élise, m'a-t-il dit, sa voix calme et posée. Ne les laissez pas s'éteindre. Votre talent, il est toujours là. Ces mots, simples, m'ont touché au plus profond. Ce n'était pas de la pitié, ni un compliment en l'air. C'était une reconnaissance, une affirmation de ce que j'avais cru perdu. Antoine m'avait dit que mon travail était un fardeau, qu'une femme devait se consacrer à son foyer. Guillaume, lui, voyait la force, la beauté de ce que je pouvais créer. Ces mots ont été comme une petite graine plantée dans une terre desséchée. Lentement, j'ai commencé à y penser. Et si? Et si ce n'était pas trop tard? J'ai décidé de tenter, humblement. Guillaume m'a parlé d'un petit projet. Un de ses amis cherchait à refaire l'aménagement intérieur d'un petit café littéraire, près du jardin du Luxembourg. Un endroit charmant, à l'ancienne, qui avait besoin d'un nouveau souffle sans perdre son âme. Ce n'était pas une grande tour de verre, ni une villa de Neuilly.
Mais c'était un début. Un tout petit pas. Je me suis sentie à la fois excitée et terrifiée. J'avais peur d'avoir tout oublié, peur de ne plus être à la hauteur. Mais la pensée de ma petite qui allait naître, cette idée de lui montrer un jour que sa mère était capable de créer, de laisser une empreinte, cette pensée était plus forte que ma peur. J'ai renoué avec quelques anciens collègues, des architectes que j'avais côtoyés à mes débuts. Un déjeuner discret, une tasse de café dans un quartier animé de Paris. J'étais nerveuse, racontant mon histoire avec des demi-mots, craignant leur jugement. Mais à ma grande surprise, j'ai été accueillie avec une chaleur inattendue. Certains m'ont parlé de leur propre lutte, de la difficulté de concilier vie professionnelle et personnelle. Ils m'ont offert des conseils, des contacts. C'était comme retrouver une famille que j'avais laissée derrière moi. Je sentais que, peut-être, il y avait un chemin, même si la route serait longue et semée d'embûches. L'Élise qui se définissait uniquement par son rôle d'épouse, cette Élise-là commençait à s'effacer, laissant place à une femme qui se souvenait de ses propres fondations, de ses propres piliers. En regardant ces plans d'architecte, ces vieux dessins jaunis par le temps, je me suis posé une question qui, je crois, résonne encore en beaucoup d'entre nous. Combien de femmes comme moi, ont mis de côté leurs propres rêves, leurs passions, pour se fondre dans le moule qu'on leur présentait? Est-il jamais vraiment trop tard pour recommencer, même avec un tout petit coup de crayon, une esquisse timide? Je ne sais pas. Mais je me dis que si vous êtes encore là, à m'écouter, c'est peut-être que ces questions vous touchent aussi. Dites-moi, vous, chers amis qui m'écoutez, vous qui avez tant vu et tant vécu, que pensez-vous de tout cela? Après avoir retrouvé un peu de ma force intérieure, une certitude a commencé à germer en moi, je ne pouvais pas me taire. Non pas par vengeance, mais par un besoin profond de justice. Pour moi, oui, mais surtout pour l'enfant qui allait naître. Cette petite âme méritait un avenir bâti sur des bases saines, non sur les ruines d'une trahison. J'ai donc pris contact avec mon avocat, Maître Dubois. C'était un homme d'une 60aine d'années, avec une sagesse tranquille et un regard perçant. Je lui ai raconté mon histoire, la voix parfois chancelante, mais le cœur ferme. Il m'a écouté attentivement, sans interrompre, puis m'a assuré qu'il y avait des moyens légaux, des chemins pour faire la lumière sur cette situation. Ce n'était pas un conte de fées, m'a-t-il prévenu, mais une démarche qui demanderait du courage et de la patience. Le premier pas, m'a dit Guillaume, serait de trouver des alliés. Des personnes qui, comme moi, avaient vu ou ressenti les failles dans l'empire d'Antoine. Il m'a suggéré de rencontrer Madame Thérèse, la secrétaire particulière d'Antoine depuis des décennies. Madame Thérèse. Son nom seul évoquait une figure discrète, presque invisible, mais présente dans l'ombre de chaque décision d'Antoine. C'est Guillaume qui a arrangé ce premier rendez-vous, dans un petit café discret de Saint-Germain-des-Prés, un endroit où les murs semblaient avoir des oreilles bienveillantes. J'étais nerveuse, mon cœur battant la chamade. Comment aborder cette femme qui avait tant vu, tant eu, et qui, sans doute, était loyale à Antoine? Madame Thérèse est arrivée, son visage marqué par le temps, ses yeux vifs et attentifs. Au début, elle était sur la défensive, son regard passant de moi à Guillaume avec une prudence palpable. Je sentais sa peur, la peur qu'Antoine inspirait à tous ceux qui l'entouraient. J'ai commencé à parler, ma voix calme, posée, non pas avec amertume, mais avec une sincérité désarmante. Je lui ai raconté ma découverte, ma douleur, mais surtout ma préoccupation pour l'avenir de mon enfant. Je n'ai pas cherché à la convaincre de trahir Antoine. J'ai simplement partagé ma vérité, mon désir de justice, pas de vengeance. Je ne cherche pas à détruire Antoine, Madame Thérèse, lui ai-je dit. Je cherche à protéger ce qui est juste, pour ma fille, et pour la vérité. Ses yeux, au début froids et méfiants, se sont adoucis. Elle a vu ma vulnérabilité, ma sincérité. Elle m'a confié qu'elle avait elle aussi remarqué des changements chez Antoine ces dernières années,
une ambition dévorante qui parfois, disait-elle, dépassait les limites de la bienséance. Elle avait vu Amélie s'immiscer, les réunions tardives, les voyages d'affaires qui n'en étaient pas. Après un long silence, elle a hoché la tête, un geste lent, mesuré. « Je vous aiderai, Élise. Pour la justice. Mon premier allié. » Un allié silencieux, mais d'une valeur inestimable. Madame Thérèse a commencé à me fournir des informations, de petits fragments de la vie secrète d'Antoine. Des notes manuscrites sur des réunions non officielles, des copies de calendrier de son ordinateur, des adresses de propriété qui ne figuraient pas sur les registres de la société, des emails codés entre Antoine et Amélie. Ce n'était pas un flot d'informations d'un coup, mais des gouttes régulières, patientes, qui commençaient à former un tableau troublant. Chaque document était une pièce de puzzle, révélant une machination plus complexe que je ne l'avais imaginée. Puis, il y a eu Léon. Un jeune comptable, timide, mais visiblement mal à l'aise avec certaines pratiques d'Antoine. Guillaume, grâce à son réseau, a pu le mettre en contact avec moi. Léon était terrifié, mais il avait un sens aigu de la justice. Il m'a parlé de transferts d'argent suspects, d'environ 2 millions d'euros qui, disait-il, avaient été détournés de la société vers des comptes offshore, des coquilles vides dont Amélie semblait être la bénéficiaire principale. Ces fonds étaient soigneusement dissimulés, comme des pierres précieuses cachées dans le sable. Chaque révélation de Léon, chaque chiffre, chaque transaction douteuse, faisait monter en moi un mélange de colère froide et de détermination. Antoine ne se contentait pas de me tromper personnellement. Il mettait en péril la réputation de son entreprise, l'argent de ses actionnaires. Pendant ce temps, Antoine et Amélie continuaient leur manège, inconscients du filet qui se resserrait autour d'eux. Ils affichaient leur intimité lors des événements d'entreprise, comme si j'étais déjà une ombre lointaine. Je les voyais sur les photos des magazines, leur sourire triomphant, la main d'Antoine posée trop longtemps sur la taille d'Amélie. Chaque fois, cela me piquait, mais une force nouvelle m'habitait. Ce n'était plus la douleur de la trahison personnelle qui me rongeait, mais la froide résolution de démasquer la vérité. Mon silence n'était pas une faiblesse. C'était une stratégie. Ils pensaient que j'étais fragile, brisée, incapable de réagir. Ils ne voyaient pas le réseau qui se tissait discrètement, la toile que je construisais, brin par brin, pour faire éclater au grand jour la vérité de leur arrogance et de leur manque d'éthique. La route serait longue, pleine de doutes et de confrontations, mais j'avais fait mon choix. Je ne me laisserai pas effacer. Le matin où l'enveloppe est arrivée, scellée du sceau de l'entreprise d'Antoine, mon cœur a fait un bol étrange. Je l'ai déchiré, mes doigts tremblants. À l'intérieur, un document juridique, une demande de divorce. Antoine ne se cachait même plus. Il me voulait hors de sa vie, et vite. Ce papier était brutal, une violence sèche, faite de mots et de paragraphes. Non seulement Antoine réclamait le contrôle total de tous nos biens communs, mais il osait prétendre que j'étais inapte à gérer mes finances en raison de mon instabilité émotionnelle, due à la grossesse. Chaque mot était un coup de poignard, plus profond que le précédent. Il avait même l'audace de suggérer que la garde de notre enfant à naître devait être réexaminée, citant ma santé fragile. Les larmes ont piqué mes yeux, mais ce n'étaient plus les larmes impuissantes d'autrefois. C'étaient des larmes brûlantes, de rage, de trahison. Antoine ne me jetait pas seulement. Il tentait de m'effacer complètement, exactement comme Guillaume l'avait prédit. Ma main s'est posée instinctivement sur mon ventre. Il ne t'aura jamais, ai-je murmuré farouchement à ma petite. Jamais. Quelques minutes plus tard, Guillaume est arrivé. Son regard perçant a immédiatement repéré les papiers éparpillés sur la table. Alors, ça a commencé, a-t-il dit, le visage grave. Je lui ai tendu le document, ma voix tremblant de colère. Il me traite d'instable. Il utilise ma grossesse contre moi. Guillaume a parcouru les pages rapidement, sa mâchoire se serrant.
C'est du Antoine tout craché. Il pense que ta vulnérabilité est une faiblesse. Mais ça, il a tapoté le papier, c'est la preuve qu'il est terrifié. Il veut t'éliminer avant que tu ne puisses te défendre. Un instant, j'ai vacillé. Et s'il gagnait? S'il me prenait tout? Guillaume s'est penché vers moi, sa voix ferme, ancrant ma détermination. Alors, nous ferons en sorte qu'il ne gagne pas, Élise, vous n'êtes pas juste une femme au foyer qu'il peut écarter. Vous êtes Élise Dubois, la femme qui a abandonné sa carrière pour lui, la femme qui porte son enfant. Vous avez plus de pouvoir qu'il ne veut l'admettre, et il est temps que vous l'utilisiez. Quelque chose a changé en moi à ce moment-là. Le désespoir qui menaçait de m'engloutir s'est transformé en une détermination ardente et inébranlable. Je n'allais pas m'effondrer. J'allais me battre. Cet après-midi-là, j'ai commencé à préparer ma contre-attaque. Guillaume m'a mise en contact avec une équipe juridique de premier ordre, des spécialistes qui n'étaient pas intimidés par l'argent ou l'influence d'Antoine. J'ai rassemblé chaque preuve, chaque fragment de sa trahison, des reçus des voyages luxueux d'Antoine avec Amélie, des relevés de virements bancaires suspects, des photos d'eux ensemble lors d'événements où j'avais été délibérément exclu. Chaque pièce s'ajoutait à un arsenal grandissant, prouvant non seulement l'infidélité d'Antoine, mais aussi son inaptitude à diriger l'empire qu'il avait bâti. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais aux commandes. Je ne réagissais plus. Je planifiais. Chaque respiration, chaque pas que je faisais, était pour l'avenir de mon enfant. Tard ce soir-là, je me suis assise seule dans la chambre de bébé, regardant le petit berceau que j'avais assemblé moi-même. Les couvertures douces et les petits animaux en peluche semblaient luire sous la lampe. J'ai posé ma main sur mon ventre et j'ai murmuré, « Nous allons gagner, toi et moi. Nous allons récupérer tout ce qu'il a essayé de nous voler. » C'est alors que mon téléphone a vibré sur la table de nuit. Un message est apparu à l'écran, anonyme, mais glacial, « Arrêtez tout, Élise, ou vous le regretterez. » La victoire que je commençais à ressentir s'est transformée en une nouvelle forme d'appréhension. Le message a brillé sur l'écran de mon téléphone comme un coup de semonce tiré directement dans mon cœur. « Arrêtez tout, Élise, ou vous le regretterez. » Ma première réaction fut la peur. Mes mains ont tremblé en agrippant le téléphone, mon pouls battant la chamade dans mes oreilles. Qui l'avait envoyé? Antoine? Amélie? Un de leurs hommes de main? La pensée d'un danger si proche m'a parcouru d'un frisson glacial. Mais à mesure que la peur montait, un autre sentiment, plus fort encore, s'est élevé. La colère. Pendant des mois, j'avais été traitée comme une femme fragile, impuissante, insignifiante. Mais maintenant, quelqu'un osait me menacer, pensant que cela me ferait taire. Au lieu de cela, cela a renforcé ma résolution. J'ai pressé ma main contre mon ventre, murmurant, « Ils pensent pouvoir m'intimider. Ils n'ont aucune idée à qui ils ont affaire. » Le lendemain matin, j'ai montré le message à Guillaume. Sa mâchoire s'est serrée en le lisant. Antoine ne se contente plus d'être imprudent. Il sait que vous montez un dossier. Il a peur. Tant mieux, ai-je répondu froidement. Qu'il ait peur. Il devrait l'être. Guillaume m'a étudié un long instant, puis a hoché la tête. Mais nous devons être prudents. Il n'est pas au-dessus des coups bas. Il l'a déjà prouvé. S'il se sent acculé, il ripostera. Mes yeux se sont durcis. Qu'il riposte. Je ne serai pas réduite au silence. Ensemble, nous avons redoublé d'efforts. J'ai rencontré discrètement d'autres alliés au sein de l'entreprise, des personnes qu'Antoine avait négligées ou maltraitées. Un spécialiste en informatique m'a remis des enregistrements de mails qu'Antoine pensait avoir supprimés. Un responsable financier a révélé des comptes cachés à l'étranger. Chaque nouvelle découverte acculait Antoine et Amélie un peu plus. Mais je ne me contentais pas de rassembler des preuves.
Je me réappropriais ma propre existence. J'ai commencé à apparaître dans des lieux qu'Antoine pensait que j'éviterais, déjeuners de conseil d'administration, comité de bienfaisance, petites réunions professionnelles. Ma présence faisait tourner les têtes. Les murmures ont commencé. Élise est de retour. Elle n'a plus l'air brisée. Elle a l'air plus forte. Amélie l'a remarqué. Lors d'un événement, elle m'a coincé dans les toilettes pour dames, ses lèvres se tordant en un sourire venimeux. Vous devriez abandonner pendant qu'il vous reste un peu de dignité, a-t-elle ricané. Antoine vous écrasera. Il gagne toujours. J'ai rencontré son regard dans le miroir, mon reflet calme, inébranlable. C'est drôle, ai-je dit d'une voix égale, parce que la dernière fois que j'ai vérifié, j'étais encore sa femme. Et vous? Vous n'êtes qu'une ombre qui n'existe que lorsqu'il le permet. Pour la première fois, le sourire suffisant d'Amélie a vacillé. Je suis sortie la tête haute, ma résolution plus forte que jamais. Cette nuit-là, de retour à la villa, je me suis assise dans la chambre de bébé, la douce lueur de la lampe éclairant mon visage. J'ai murmuré à mon enfant à naître, ils pensent que je suis faible, mais ils apprendront bientôt. Je me battrai pour toi, et quand le monde verra ce qu'ils ont fait, ils ne nous feront plus jamais de mal. Mais alors que la paix commençait à s'installer en moi, le téléphone a de nouveau vibré. Un autre message est apparu, plus menaçant que le précédent. Ceci est votre dernier avertissement. La prochaine fois, ce ne seront pas que des mots. Mon souffle s'est coupé. Mes doigts se sont serrés autour du téléphone. Celui ou ceux qui étaient derrière ces menaces ne jouaient plus. Et au fond de moi, je savais que le prochain mouvement d'Antoine et d'Amélie pourrait mettre en danger non seulement mon avenir, mais aussi la vie de mon bébé. Les menaces, loin de m'effrayer, avaient allumé en moi une étincelle froide, une détermination nouvelle. Ce n'était plus seulement pour moi, mais pour cet enfant qui allait venir au monde. La bataille juridique a commencé par des réunions préliminaires, dans des salles de médiation feutrées ou les bureaux de Maître Dubois, mon avocat. Ces rencontres étaient étranges, surréalistes. Je me retrouvais face à Antoine, l'homme avec qui j'avais partagé tant d'années, et Amélie, celle que j'avais appelée mon amie. Leur avocat, Maître Bernard, un homme à l'allure sévère, tentait de me dépeindre comme une femme fragile, dépassée par les émotions de la grossesse, incapable de gérer quoi que ce soit. Ces mots étaient des flèches, mais elles ne m'atteignaient plus au cœur. Elles ricanaient sur une armure invisible que je m'étais forgée. La première fois que je les ai vus ensemble, Antoine et Amélie, dans le cadre froid d'un bureau de médiation, j'ai senti une pointe, pas de douleur, mais de dégoût. Ils dégageaient une arrogance incroyable, une certitude d'être intouchables. Maître Bernard a commencé son jeu, ses mots tournant autour de mon instabilité émotionnelle, de mon incapacité à comprendre les affaires financières complexes de la société. Antoine hocha la tête, un petit sourire en coin, comme s'il approuvait chaque mot, chaque accusation. Amélie, à ses côtés, affichait un air de fausse compassion, puis un sourire narquois, certain de sa victoire. Mais je ne les ai pas regardés. Mes yeux étaient fixés sur les documents posés devant moi, sur la force de la vérité. Sous la direction calme et experte de Maître Dubois, j'ai présenté nos preuves. Il y avait les relevés des transferts bancaires, organisés par Léon, montrant le déplacement de millions d'euros vers des entités obscures. Il y avait les copies de mai, fournies par Madame Thérèse, qui détaillaient les discussions entre Antoine et Amélie sur ces transactions et leur intention de me priver de mes parts. Je parlais avec une clarté que je ne me connaissais pas, chaque mot pesé, chaque chiffre articulé. Je ne levais pas la voix, ne laissais aucune émotion transparaître. C'était la vérité brute, sans fioriture, sans drame inutile. Plus je parlais, plus je sentais la tension monter de l'autre côté de la table. Antoine, si sûr de lui au début, commençait à s'agiter. Ses regards vers Amélie devenaient plus pressants, moins complices. Maître Bernard,
voyant que ces tactiques d'intimidation ne fonctionnaient pas, a tenté de discréditer nos preuves, les qualifiant de fabriquées, mal interprétées. Mais Maître Dubois, avec sa sagesse tranquille, a démonté chaque argument, point par point, avec une logique implacable. Je me souviens d'une scène particulière. Antoine, exaspéré par ma sérénité, a haussé le ton. Élise est une femme naïve, Maître Dubois. Elle ne comprend rien à la finance. Elle est manipulée par des gens qui veulent s'en prendre à moi. Amélie, à ses côtés, a ajouté, elle est trop fragile en ce moment, vous savez. Avec sa grossesse. Maître Dubois a levé la main, calmement. Monsieur Moreau, Madame le maire, les faits sont là. Les documents parlent d'eux-mêmes. Les accusations d'instabilité de Madame Dubois sont contredites par son comportement exemplaire ici, et par l'exactitude des informations qu'elle a su collecter. Le silence qui a suivi était lourd. Antoine, d'ordinaire si maître de lui, a perdu son calme. Son visage s'est empourpré, il a frappé la table du poing. C'était un moment révélateur. Il montrait son vrai visage, celui d'un homme acculé, qui perdait le contrôle. Amélie a tenté de le calmer, mais même sa voix portait une note d'inquiétude. Ces scènes se sont répétées. Chaque confrontation, chaque accusation sans fondement de leur part, ne faisait que renforcer notre dossier. Les preuves que nous avions amassées, discrètes mais solides, commençaient à éroder la façade d'Antoine. Madame Thérèse et Léon continuaient leur travail en coulisses, de manière infatigable, malgré leur peur. Le réseau de vérité que nous tissions était puissant. Je ne ressentais pas de joie, pas de satisfaction. Juste une immense fatigue, mêlée à une forme de paix étrange. C'était le poids de la responsabilité, mais aussi la libération de se battre pour ce qui était juste. Dehors, les échos de cette bataille commençaient à filtrer. Un petit article est apparu dans la section « Affaires des Échos », puis un autre, plus discret, dans le Figaro, évoquant des « rumeurs de tensions internes » et de « restructuration à venir » au sein du groupe Moreau. Rien de concret, mais assez pour semer la graine du doute parmi les membres du conseil d'administration et les grands actionnaires. J'imaginais les murmures dans les couloirs de l'entreprise, les regards échangés. Antoine, si habitué à dominer, sentait sans doute son pouvoir lui échapper, lentement, insidieusement. C'était un début, un signe que la forteresse qu'il avait construite, brique par brique, commençait à montrer des fissures. Et je savais, au fond de moi, que ce n'était que le début de la véritable confrontation. Je me tenais debout, droite, ma main posée sur mon ventre, prête à ce qui allait suivre. La soirée de gala de la Fondation Moreau, un événement annuel incontournable du calendrier parisien, était le théâtre parfait pour ce qui allait se dérouler. Le palais Brongniart, avec sa majestueuse architecture, s'était paré de ses plus beaux atours. Les chandeliers scintillaient, le marbre poli reflétait les lumières comme un miroir, et le murmure des conversations, le cliquetis des verres de champagne, emplissait l'air d'une effervescence habituelle. C'était la soirée où Antoine aimait se montrer, au sommet de son pouvoir, au centre de toutes les attentions. Et cette année, il voulait marquer les esprits, asseoir sa domination. J'avais choisi ma tenue avec soin. Non pas une robe ostentatoire, mais une création en soie d'un bleu saphir profond, fluide, qui épousait mes formes avec élégance sans masquer ma grossesse. Je voulais apparaître forte, digne, non comme une victime. C'était une robe qui parlait de résilience, pas de vengeance. Guillaume, à mes côtés, portait un costume impeccable, son regard calme et rassurant. Nous sommes entrés discrètement, sans fanfare. Et pourtant, notre présence a suffi à créer un frisson. Les conversations se sont ralenties, les têtes se sont tournées. C'est Élise Dubois ? Ai-je entendu murmurer. Elle est radieuse. Elle n'a pas l'air du tout brisée. J'ai senti leurs regards, leurs interrogations, mais j'ai gardé mon calme, ma démarche assurée.
Antoine et Amélie ont fait leur entrée peu après, au bras l'un de l'autre, dans un tourbillon de flashs et d'applaudissements fins. Amélie portait une robe dorée, scintillante, qui attirait tous les regards, un peu trop peut-être. Antoine, sûr de lui, a fait sa déclaration, sa voix résonnant dans le grand hall. Il a présenté Amélie comme la femme qui se tiendrait à ses côtés pour l'avenir des entreprises Moreau. Un murmure a parcouru l'assemblée. Certains ont applaudi poliment, d'autres ont échangé des regards choqués. C'était leur moment, leur couronne. Mais ce n'était qu'un prélude. Je n'ai pas cherché le conflit frontal. Maître Dubois et Guillaume avaient préparé une stratégie plus subtile, plus française dans son approche. Nous avons circulé calmement dans la salle, Guillaume me présentant à des actionnaires clés, à quelques journalistes d'affaires respectés, à des figures influentes du milieu. Je parlais de mon retour à l'architecture, de mes projets. Et discrètement, Maître Dubois faisait circuler, par des canaux préétablis, une brève note juridique. Un résumé concis, factuel, des éléments que nous avions recueillis, les transferts d'argent, les sociétés écrans, les tentatives de modifier les statuts de la société en ma défaveur. Sans une once d'émotion, juste les faits. J'ai vu Amélie remarquer ma présence la première. Son sourire a vacillé, sa main s'est crispée sur le bras d'Antoine. Elle a murmuré quelque chose à son oreille. Antoine s'est retourné, et son masque de suffisance a failli se fissurer. Un éclair de colère a traversé ses yeux, mais il s'est vite ressaisi, forçant un sourire moqueur. Tiens, a-t-il lancé, assez fort pour que les convives proches l'entendent. Regardez qui a décidé de sortir de l'ombre. Je n'ai pas scié. J'ai croisé son regard, ma voix calme, posée, résonnant faiblement dans le bourdonnement ambiant. Je ne me cache pas, Antoine. Je suis là où je dois être. La tension a rempli la pièce. Les invités échangeaient des regards, sentant qu'un événement extraordinaire était sur le point de se produire. Le changement dans l'atmosphère était palpable. Les conversations s'éteignaient. Les regards se faisaient plus insistants, moins insouciants. Antoine, désespéré de maintenir le contrôle, a resserré son bras autour d'Amélie, comme pour l'utiliser comme un bouclier. Il a tenté de minimiser, de tourner la situation en dérision. Mais les petits papiers avaient fait leur chemin. Les visages des actionnaires que j'avais croisés, les journalistes discrets, tout cela parlait de doutes, d'interrogations. C'est à ce moment-là que la subtilité de notre plan a porté ses fruits. Au lieu d'un affrontement bruyant, la vérité s'est installée, goutte après goutte, dans l'esprit des personnes présentes. Antoine a bien essayé de nier, de balayer les rumeurs. Mais ces dénégations sonnaient faux face aux questions pressantes de certains administrateurs qui avaient lu la note. Son visage s'est progressivement décomposé. Amélie, à ses côtés, sentait le sol se dérober sous ses pieds. Leur langage corporel, leur regard fuyant, en disaient plus que n'importe quelle accusation. La soirée s'est terminée dans une ambiance étrange, un mélange de stupeur et d'incrédulité. Le lendemain matin, une convocation d'urgence du conseil d'administration a été émise. Le verdict est tombé rapidement. Antoine a été suspendu de ses fonctions de directeur général, en attendant une enquête interne approfondie. Ce n'était pas une victoire éclatante, pas une scène de film où l'héroïne triomphe sous les acclamations. C'était plus subtil, plus profond. Une vérité qui s'imposait par la force des preuves et la perte de crédibilité. Cette nuit-là, en rentrant, j'ai senti comme un grand vide. Une étrange légèreté aussi. Comme si un poids immense avait été soulevé, mais qu'il laissait derrière lui un espace encore inoccupé. Je me suis demandé, en regardant le ciel de Paris, si ce sentiment de vide, cette légère mélancolie, faisait partie de la victoire. Est-ce que chacun de nous, au fond, traverse de telles épreuves, ces moments où l'on se sent à la fois libéré et un peu perdu? Si vous êtes encore à m'écouter, chers amis, après tout ce chemin parcouru ensemble,
je me dis que peut-être, vous comprenez ce que je ressens. Votre présence, ici, avec moi, est le plus grand des réconforts. C'est elle qui me donne la force de continuer ce récit. Merci. Après cette soirée de gala qui avait marqué la fin d'une ère pour Antoine, les jours qui ont suivi ont été emplis d'un étrange mélange de calme et de tourmente. Les médias se sont emparés de l'affaire, non pas par mon intermédiaire, mais à travers les fuites internes et les questions des actionnaires. Le nom d'Antoine Moreau, autrefois synonyme de puissance et de réussite, était désormais associé à des enquêtes pour malversation financière, des scandales de gouvernance. Son empire, si solide en apparence, tanguait. Les titres des journaux économiques se faisaient l'écho de ces secousses, et les rumeurs allaient bon train. Quant à Amélie, elle avait disparu. Littéralement. Antoine, acculé, l'avait abandonnée à son triste sort. Elle qui avait tant cherché la lumière et la reconnaissance dans l'ombre de son amant, se retrouvait seule, sans statut, sans dignité. Elle avait perdu bien plus que ce qu'elle avait espéré gagner. Je n'ai ressenti ni joie malsaine, ni vengeance. Juste une forme d'apaisement, comme si une justice silencieuse s'était mise en marche. Mon monde, lui, ralentissait. Je me suis délibérément tenu à l'écart du tumulte médiatique. Pas de commentaires, pas d'interview, pas de satisfaction affichée. Ce n'était pas mon combat de « jeter la pierre », comme on dit. Mon énergie, toute mon attention, était tournée vers un événement bien plus important, bien plus sacré, la naissance de ma fille. Dans le cocon de notre villa, qui commençait enfin à ressentir un peu de ma propre âme, je me suis préparé. J'ai continué mes petits projets d'architecture. Le café littéraire, près du jardin du Luxembourg, prenait forme. Ses murs, d'un vert apaisant, ses bibliothèques sur mesure, tout cela était le fruit de ma passion retrouvée. J'ai aussi esquissé les plans d'une petite maison de vacances en Provence, pour un couple d'amis de Guillaume. Ce n'était pas l'échelle des projets d'Antoine, mais chaque ligne tracée, chaque idée concrétisée, était une affirmation de mon propre talent, de ma propre valeur. C'était une façon de prouver à moi-même, et bientôt à ma fille, que l'on peut toujours construire, même après que tout semble s'être écroulé. Les jours se sont transformés en semaines, et mon ventre s'est arrondi, magnifique. Guillaume était là, une présence constante, discrète et réconfortante. Il venait souvent le soir, après sa journée de travail, pour partager un repas simple, préparé par mes soins, ou pour simplement s'asseoir avec moi dans la chambre de bébé, parlant de l'avenir, de ce petit être qui allait bientôt nous rejoindre. Sa présence était un baume, un ancrage. Il ne posait pas de questions intrusives, ne jugeait jamais. Il était juste là, avec une loyauté et une tendresse qui me rappelaient ce que l'amour, le vrai, pouvait être. Il me donnait la force de respirer, de croire à nouveau en la douceur des choses. Et puis, le jour est arrivé. Les premières contractions, douces d'abord, puis plus intenses, m'ont tiré de mon sommeil au milieu de la nuit. La peur a ressurgi un instant, la peur de l'hôpital, le souvenir de cette nuit où j'avais cru tout perdre. Mais cette fois, la peur était différente. Elle était mêlée d'une immense excitation, d'une impatience joyeuse. Cette fois, je n'étais pas seule. Guillaume était là. Son visage, pâle d'inquiétude, mais ferme de détermination. Il a conduit à l'hôpital américain de Paris, où j'avais été quelques mois plus tôt dans des circonstances si différentes. Le personnel soignant, que je connaissais un peu de mon précédent séjour, m'a accueilli avec chaleur. Les heures suivantes furent longues, intenses, un mélange de douleur et de miracle. Guillaume est resté à mes côtés, tenant ma main, essuyant mon front, murmurant des mots d'encouragement. Il était mon roc, ma forteresse. Et puis, elle est arrivée. Ma petite Chloé. Un petit être parfait, si fragile et si puissant à la fois. Quand l'infirmière l'a posé sur ma poitrine, chaude et douce, un flot d'amour, pur et inconditionnel,
m'a submergé. Ses petits doigts se sont agrippés à mon doigt, et dans cet instant, le monde entier a disparu. Le scandale, Antoine, Amélie, les trahisons, les douleurs, tout s'est effacé, remplacé par une paix profonde, un bonheur absolu. Guillaume, ses yeux brillants, a posé une main douce sur mon épaule. Il a regardé Chloé avec une tendresse infinie. Dans ce petit visage endormi, je voyais non pas la fin d'une histoire, mais le début d'une autre. La vie, malgré tout, avait trouvé son chemin. Et avec Chloé dans mes bras, je savais que j'avais trouvé ma véritable libération, mon véritable nouveau départ. C'était un amour si pur, si simple, qui ne demandait rien en retour, juste la promesse d'être là, d'aimer, de protéger. Et dans cet amour, je sentais ma propre force grandir, une force tranquille, inébranlable, prête à construire le monde que ma fille méritait. Les mois ont filé depuis la naissance de Chloé, portant avec eux une douceur inattendue. Ma fille grandissait, chaque jour un émerveillement, chaque sourire un baume sur les cicatrices laissées par le passé. Ma vie, petit à petit, retrouvait un équilibre, un sens nouveau. Je n'étais plus cette femme perdue dans l'ombre d'un homme. J'étais une mère, une architecte, et une femme qui se reconstruisait, brique par brique. Mon travail d'architecte reprenait de plus belle. Le petit café littéraire avait ouvert ses portes, et j'étais fière de voir les gens s'y presser, appréciant l'atmosphère que j'avais créée. Les projets s'enchaînaient, des rénovations d'appartements haussmanniens à Paris, à la conception de villas contemporaines en Bretagne. J'avais retrouvé cette passion, cette flamme que je pensais éteinte. Et puis, la surprise est venue de là où je l'attendais le moins. Le conseil d'administration du groupe Moreau, après une restructuration en profondeur et l'éviction définitive d'Antoine, m'a proposé un poste. Non pas pour me dédommager, mais pour mes compétences, ma vision. J'ai accepté, non sans hésitation. C'était une façon de reprendre ma place, de prouver que mon nom, Dubois, avait sa propre valeur dans ce monde des affaires. La relation avec Guillaume s'était tissée avec une lenteur exquise, une délicatesse qui ne laissait aucune place à la précipitation. Il n'y avait pas de grands gestes théâtraux, pas de déclarations passionnées et soudaines. Juste une présence constante, une écoute attentive, un respect profond. Il était là pour Chloé, comme un père aimant et protecteur. Il était là pour moi, soutenant mes choix, célébrant mes petites victoires, apaisant mes doutes. Nous passions nos soirées à parler, à rire, à planifier l'avenir avec cette sagesse tranquille que l'on acquiert après avoir traversé des tempêtes. Je lui faisais confiance, une confiance absolue, construite sur des fondations solides et inébranlables. Un soir, alors que nous dînions dans un petit restaurant intimiste de Montmartre, avec vue sur les toits de Paris, Guillaume m'a regardé, ses yeux emplis d'une tendresse infinie. Il a posé sa main sur la mienne. « Élise », a-t-il dit, sa voix grave et douce. « J'ai aimé l'architecte talentueuse que tu étais. J'ai admiré la femme forte que tu es devenue. Et aujourd'hui, j'aime la mère merveilleuse que tu es pour Chloé. Je voudrais construire le reste de ma vie avec toi. Avec vous deux. » Il n'y avait pas d'agenouillement spectaculaire, pas de diamant étincelant. Juste ces mots, prononcés avec une sincérité désarmante. J'ai senti mes yeux s'embuer. C'était un amour différent, un amour qui ne cherchait pas à posséder, mais à accompagner, à soutenir. « Oui, Guillaume », ai-je murmuré, ma voix tremblante. « Oui. » Le mariage fut une affaire intime, un jour baigné de soleil dans un magnifique jardin à Versailles, à l'ombre de roses en pleine floraison. Seuls quelques proches étaient présents, mes parents, soulagés de me voir retrouver le bonheur, Guillaume, sa famille, Maître Dubois, dont le regard bienveillant semblait dire, je l'avais bien dit, Madame Thérèse, que j'avais invitée comme une amie chère, et Léon, qui avait joué un rôle si important dans cette libération. Chloé, dans les bras de Madame Thérèse, gazouillait doucement, comme pour bénir notre union. Quand Guillaume a pris mes mains,
Ses yeux dans les miens, il a murmuré, « Je t'ai aimé quand tu ne te voyais pas, et je t'aimerai chaque jour qui passe pour la femme que tu es, pour l'avenir que nous bâtirons ensemble. » Mes vœux ont été un reflet de mon chemin, tu as été là quand je n'avais rien, et grâce à toi, je me suis retrouvée. Je te promets de t'aimer, non pas parce que j'ai besoin d'être sauvée, mais parce qu'avec toi, je suis plus forte. Les applaudissements qui ont suivi étaient ceux d'une famille, d'amis, de personnes qui avaient cru en moi. C'était un chapitre qui se clôturait, et un autre qui s'ouvrait, plein de promesses. Plus tard, alors que la réception touchait à sa fin, je me suis éloignée un instant dans le jardin, Chloé endormie dans mes bras. Ses petits doigts se sont enroulés autour des miens, un ancrage doux dans le présent. Je l'ai regardée, cette petite fille, symbole de ma résilience. J'ai repensé à Antoine, à Amélie, à ce monde de jalousie et de trahison que j'avais quitté. Et je me suis sentie complète, une plénitude que je n'avais jamais connue auparavant. Le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes oranges et violettes. Le rire de Guillaume m'est parvenu, doux et rassurant. Ma vie n'était pas parfaite, mais elle était authentique, bâtie sur l'amour, le respect et la vérité. C'était une victoire, non pas sur les autres, mais sur moi-même, sur mes peurs, sur mes doutes. Quelques années ont passé depuis ce mariage sous le soleil de Versailles. Ma vie, ma nouvelle vie, s'est construite sur des fondations solides, faites d'amour et de respect. Je me retrouve souvent, le matin, assise dans mon bureau d'architecte, ou parfois dans le jardin de notre maison, une tasse de thé à la main, observant Chloé jouer avec Guillaume. Le rire de ma fille, la présence rassurante de mon mari, tout cela compose une mélodie de bonheur simple, authentique. Et dans ces moments de quiétude, mon esprit vagabonde, revient sur ce chemin parcouru, ces épreuves qui m'ont forgé. Antoine et Amélie? Ils ont disparu de la scène publique. Le nom Moreau, jadis si brillant, est désormais teinté d'amertume et de récits de faillite morale. Je n'ai plus jamais eu de leurs nouvelles, ni de demande de réconciliation, ni de tentative d'explication. Il n'y a pas eu de confrontation finale, pas de pardon demandé, ni de vengeance assouvie. Juste un silence. Un silence lourd de conséquences pour eux, une libération pour moi. Leur chute n'a pas été mon œuvre de destruction, mais le résultat de leurs propres choix, de leurs propres illusions. Je ne ressens aucune jubilation à leur égard, aucune joie malsaine. Plutôt une forme de tristesse, une mélancolie pour ce qu'Antoine aurait pu être, pour ce qu'il a gâché. Il avait tant de choses, le talent, le charisme, le pouvoir. Mais il lui manquait l'essentiel, la capacité à voir au-delà des apparences, à valoriser l'âme plutôt que le statut. Je crois qu'Antoine n'a pas échoué parce qu'il manquait d'argent ou de pouvoir. Non, il avait cela à profusion. Son échec est né de son regard, de la façon dont il évaluait les êtres. Il ne voyait que des surfaces, des titres, des possessions. Il a jugé les gens par leur apparence, leur position sociale, oubliant que l'humain est bien plus profond. Il m'avait relégué au rang d'accessoire, d'épouse décorative, et c'est là que sa fierté l'a aveuglé. Son arrogance, son mépris pour la personne avec qui il partageait sa vie, l'ont mené à sa perte. Je ne l'ai pas abattu. Il s'est effondré de lui-même, sous le poids de son propre orgueil, de ses propres dénis. En y repensant, je comprends que la racine de sa trahison n'était pas ma faiblesse, ou mon incapacité, comme il le prétendait. Non, la cause profonde résidait dans son propre mal-être, dans son ego si fragile. Antoine avait un besoin incessant d'être admiré, d'être indispensable, d'être le centre de tout. Il puisait sa valeur dans le regard des autres, dans son pouvoir sur eux. Quand j'ai commencé à retrouver ma propre voix, ma propre autonomie, même de manière silencieuse, il a perçu cela comme une menace. Une femme qui se suffit à elle-même, qui ne dépend pas entièrement de lui, était une énigme qu'il ne pouvait contrôler. Face à une Élise qui se révélait autonome, calme mais forte, il s'est senti déstabilisé. Il a réagi par la destruction,
par la tentative de m'anéantir, car il ne supportait pas cette image d'une force qu'il ne pouvait dominer. Et ma propre victoire, la vraie, n'a jamais été de me venger, ni de l'humilier publiquement. Non. Ma victoire, c'est d'avoir su préserver ma dignité. C'est d'être parti, pas avec fracas, mais avec la tête haute, sans avoir besoin d'expliquer l'inexplicable, sans me noyer dans l'amertume ou le ressentiment. C'est d'avoir choisi de vivre ma vie selon mes propres valeurs, celles que j'avais failli oublier. J'ai refusé que la colère et la douleur me définissent. J'ai préféré construire, pierre par pierre, un avenir pour ma fille, un avenir où l'intégrité et l'amour sont les véritables fondations. Les cicatrices sont là, oui, elles font partie de mon histoire, mais elles ne m'empêchent pas de sourire, de rire, d'aimer. Parfois, la plus grande victoire est de ne pas se battre sur leur terrain, mais de reconstruire le sien, pierre par pierre. C'est en cela que réside la vraie force. Et vous, chers auditeurs, qu'avez-vous appris de ces pages de ma vie? Vos pensées m'intéressent profondément. Mon récit, celui de ma vie, s'achève ici. Un chapitre se referme, mais d'autres s'ouvrent, toujours. Mon chemin fut long, semé d'épreuves, mais aussi de rencontres inattendues. Je me suis souvent demandé ce que l'on attendait de moi, ce que j'aurais dû faire. Puis, j'ai compris que la seule boussole était mon cœur, ma dignité. Antoine, lui, avait choisi une autre voie, celle du paraître, de la puissance illusoire. J'espère qu'il a, à sa manière, trouvé un chemin. Ce fut un voyage intérieur, parfois douloureux, parfois lumineux. Peut-être que mon histoire a fait écho à la vôtre, à vos propres combats silencieux. Vos pensées, vos propres leçons de vie, sont précieuses. J'aimerais tant les lire, les sentir. N'hésitez pas à laisser un mot, juste un mot, dans les commentaires. Si ces confidences ont touché une corde sensible en vous, et si vous souhaitez continuer à partager ces moments de réflexion avec la revanche silencieuse, un simple geste, un j'aime, un partage, ou même un abonnement, serait un soutien précieux pour notre communauté. La vie est une suite de chapitres, n'est-ce pas? Chaque fin est un nouveau départ. D'ici là, je vous souhaite de trouver la sérénité dans votre propre histoire. Et j'espère que nos chemins se croiseront à nouveau, ici, au fil de nos récits. Cette vidéo est une histoire de fiction inspirée d'expériences de la vie. Elle n'a pas pour but de juger qui que ce soit, mais d'inviter calmement à réfléchir sur la manière de vivre et sur nos relations avec les autres. Les personnages, les noms et les lieux n'ont aucun lien avec la réalité et ont été modifiés afin de ne porter préjudice à personne. Puissiez-vous, à travers cette histoire, prendre un instant pour vous souvenir de votre propre vie et des personnes qui vous sont chères.